disons, de la majeure partie de la discussion, parce que c'était le texte, disons, le texte qui avait la plus grande portée méthodologique, qui était le texte de Stéphane Beau sur l'entretien ethnographique. Donc, à partir de cette séance, on va commencer un peu à rentrer dans le détail des différentes formes d'entretien et des différentes stratégies possibles, hein, que l'on peut adopter, hein, lorsqu'on travaille par entretien en sciences sociales. Donc aujourd'hui, cette première forme d'entretien, c'est l'entretien ethnographique avec le texte de Stéphane Beau. Et puis, le deuxième texte que je vous ai proposé de lire, c'était le texte de François Buton, donc, qui est un collègue qui travaille désormais dans un laboratoire du CNRS à Lyon, qui s'appelle le laboratoire Triangle. C'est un collègue parce qu'il a travaillé pendant quelques années dans le labo où je suis, hein, donc je connais bien François. Et donc le texte de François, en fait, illustre, hein, exemplifie un peu la démarche que Stéphane Beau propose, hein, dans son propre texte. Donc, si vous voulez, on va discuter un peu des deux textes successivement, peut-être en prenant plus de temps sur le texte de Stéphane Beau, mais on pourra dire quelques mots également de la démarche adoptée par François Buton. Alors, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut me résumer le texte de Stéphane Beau, me dire à peu près de quoi il parle, quelle est sa démarche? Oui. Bah, dans le texte, il commence par revenir sur l'origine de l'entretien qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Et sauf que pendant longtemps, c'était un peu mis à l'écart parce que les chercheurs font faire les statistiques. Et, euh, et pendant un certain temps, ils se servaient des entretiens comme des données statistiques, sauf qu'il explique aussi que c'est un peu de sens total Mhm. puisque les données qu'on peut trouver dans les entretiens pour les rendre en données statistiques, ça n'a aucun sens, parce qu'il y a une multitude de facteurs qui font que le sens il change selon le contexte, les personnes, etc. Après, il revient sur l'entretien en lui-même et sur différentes caractéristiques en donnant des exemples précis. Par exemple, que le comportement des gens avec qui on fait l'entretien peut en dire long sur l'entretien en lui-même. Et il donne l'exemple d'une famille, par, par exemple, il nous donne l'exemple des gens qui vivent dans les cités, dans les quartiers défavorisés, que dans leur maison, c'est très calme, enfin, dans leur appartement, c'est très calme, et que ce serait une manière d'essayer de contrebalancer avec l'environnement dans lequel ils vivent. Il y a beaucoup d'exemples et on revient sur plein de caractéristiques comme ça. Mhm. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle d'approche statistique de l'entretien? Est-ce qu'on se sert véritablement d'entretien pour faire des statistiques? Continuer les entretiens, si j'ai bien compris, avoir vu certaines données qui les recherchent et bah, du coup en faire des statistiques. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut compléter la réponse de votre collègue? Alors, l'idée de comprimer les entretiens, en réalité, ça fait référence à un type d'entretien très spécifique en sciences sociales, qu'il ne nomme jamais directement, mais qui a un nom, hein, et qu'on appelle l'entretien semi-directif. L'entretien semi-directif. Alors, l'entretien semi-directif, en quoi il peut ressembler, entre guillemets, à des statistiques? Eh bien, d'abord parce que c'est un entretien qui est très structuré. C'est une forme d'entretien qui est très structurée. Elle est très structurée, pourquoi? Parce que dans le cadre de cette démarche, effectivement, le chercheur va identifier ou lister un certain nombre de questions en amont
de la réalisation de l'entretien lui-même. Donc, dans cette méthode d'enquête, hein, donc on commence par identifier un certain nombre de questions, de questionnements euh, en amont hein, de la démarche hein, de l'enquête de terrain. Et ces questions, elles vont pas être posées ou imaginées au hasard. Hein. Elles vont être d'une part, elles vont dépendre évidemment des questions de recherche que l'on va se poser. Hein. Vous vous rappelez, la semaine dernière, hein, on a évoqué la différence entre les questions de recherche et les questions que l'on pose aux enquêtés. Hein. Je répète, hein, il serait naïf de penser que l'on peut poser les questions de recherche, hein, donc les questions qu'on se pose en tant que chercheur, hein, telles quelles aux personnes que l'on interroge. Tout simplement parce que les personnes que l'on interroge, elles ne se posent pas ce type de questions, elles ne vivent pas leur pratique, hein, elles n'interprètent pas leur pratique de la même manière que le chercheur, hein, qui entretient d'une manière ou d'une autre une certaine distance à l'objet, hein, peut, lui, les formuler ou se les poser. Donc, on ne va pas poser directement les questions de recherche aux enquêtés, mais on va essayer de passer par des chemins de traverse, hein, essayer de trouver des formulations qui correspondent à ce que les enquêtés ont l'habitude de rencontrer disons, dans leur vie quotidienne. On va poser des questions qui vont faire sens aux enquêtés, mais dans le but d'obtenir des informations pertinentes hein, pour répondre aux questions que nous, on se pose en tant que chercheurs. Alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans une démarche d'entretien semi-directif, le chercheur va organiser ces questions. Il va organiser ces questions, c'est-à-dire il va les hiérarchiser. Il va les hiérarchiser et cette hiérarchisation, hein, le fait de donner un ordre hein, aux questions que l'on va vouloir poser aux personnes que l'on va interroger, ça a aussi un nom spécifique, ça apparaissait dans le texte de Stéphane Beau, ça s'appelle la grille ou le guide d'entretien. On utilise les deux mots, hein, grille ou guide d'entretien, c'est pareil, c'est interchangeable. Donc, une grille d'entretien, c'est quoi? Eh bien, c'est un document qui va être structuré en parties, d'accord? Structuré en parties elles-mêmes qui contiennent des questions, hein, et qui vont permettre aux chercheurs, hein, de guider, de structurer l'entretien ou les entretiens hein, qu'il va mener. Donc, peut-être que pour être plus précis, alors j'ai pas de matériel et il n'y en a pas non plus dans la salle, mais c'est pas très grave. Vous allez vite comprendre ce qu'est un guide d'entretien. Je vais vous donner un exemple hein, je vais vous donner un exemple d'une enquête que j'ai menée moi-même. Voilà, par exemple, peu importe. Alors, il y a quelques mois, j'ai mené une enquête sur ce qu'on appelle les centres culturels de rencontre. Alors, que sont les centres culturels de rencontre? Ce sont des lieux patrimoniaux, hein, par exemple des anciennes églises, voire des grands bâtiments de France, hein, comme par exemple la Corderie Royale à Rochefort ou euh, la Saline Royale hein, d'Arc-et-Senans. Et ces lieux patrimoniaux, ils ont été transformés, réhabilités, pour qu'ils soient gérés par des associations qui réalisent en même temps un projet artistique lié au spectacle vivant. Donc en fait, ce sont des associations qui gèrent ces lieux-là et qui proposent une programmation de spectacle vivant. Donc ça peut être du théâtre, ça peut être de la musique, ça peut être du chant, ça peut être n'importe quoi hein, lié au spectacle vivant. Mais le but du jeu, c'est ça, hein, c'est d'arriver à la fois à gérer le lieu patrimonial hein, et garder cette dimension patrimoniale du lieu, et en même temps proposer soit eh bien un ensemble
de manifestations artistiques. Alors, ça va passer par des résidences d'artistes, par des manifestations ouvertes au public, etc., etc. Et dans ce cadre-là, nous, alors je dis nous parce que je travaille dans une équipe de recherche, nous nous sommes intéressés à ce sujet, et le but du jeu, c'était d'une part de comprendre le fonctionnement spécifique de ces lieux, donc quel était leur mode de gouvernance, leur modèle économique, quels étaient les liens qui pouvaient les relier aux territoires dans lesquels ils étaient implantés. Donc, par exemple, quel était leur lien avec le public, avec les personnes qui vivaient dans ces lieux-là, quels étaient leurs liens aussi avec les collectivités territoriales. Parce que, alors je ne sais pas sur les détails, mais le Centre culturel de rencontre, c'est un label qui est décerné par l'État. Donc, c'est un label qui est décerné par l'État, ce qui veut dire que l'État reconnaît la spécificité et l'excellence de la production artistique de ces lieux. Et qui dit label dit aussi nécessairement collaboration, parce que cofinancement avec les autres collectivités territoriales, donc c'est-à-dire les communes, les intercommunalités, les départements, les régions. Donc, on voulait comprendre comment tout ça marchait finalement. Donc, pour réaliser cette enquête, en fait, on a fait une série d'entretiens avec des acteurs qu'on avait identifiés en amont, à la fois à l'intérieur des CCR. Donc, à l'intérieur des CCR, alors évidemment, on a interviewé systématiquement les directeurs ou les directrices de CCR. On a interviewé aussi les responsables de médiation, les responsables des relations avec le public. On a interrogé d'autres acteurs au sein des CCR et puis aussi à l'extérieur des CCR, on a fait des entretiens systématiques avec les représentants de la DRAC. Donc, vous savez ce que c'est les DRAC, Donc, les DRAC, ce sont les directions régionales des affaires culturelles. En fait, ce sont les services déconcentrés de l'État. L'État, lorsqu'il met en place sa politique culturelle, il maille le territoire grâce à des institutions, donc les DRAC, qui sont chargés de mettre en œuvre la politique culturelle de l'État et d'interagir directement avec les acteurs culturels dans les régions au nom de l'État. Donc, évidemment, ils ont aussi la charge des relations avec les CCR. Donc, on a interrogé des personnes au sein des DRAC, des personnes au sein des régions, au sein des collectivités, par exemple les intercommunalités, etc., etc. Pour chaque type d'acteur, on a construit une grille d'entretien spécifique. Et donc, cette grille d'entretien, elle est ici. Je vais vous l'écrire au tableau. Donc là, j'ai pris, par exemple, la grille d'entretien donc, des responsables publics des CCR. Donc, une grille d'entretien, c'est toujours comme ça. Donc, au début, vous commencez, alors, c'est une grille que vous construisez en amont et que vous avez avec vous lorsque vous menez l'entretien. D'accord ? C'est quelque chose que vous avez avec vous. Alors, bon, ici, par exemple, donc, on a une introduction très courte avec les prologues de l'entretien où on note finalement qui est la personne interrogée, on note le lieu où a été réalisé l'entretien, évidemment parfois la date, et ensuite la grille en elle-même commence. Alors la grille, elle va être structurée en plusieurs parties. Donc ici, elle est structurée en 3 parties. Donc une première partie qui concerne le profil de la personne enquêtée. Donc, profil de la personne enquêtée, première partie. Deuxième partie, le projet en termes de relations publiques, puisqu'ici, c'est une grille qui porte, qui concerne les responsables de médiation. Donc, deuxième partie donc, tout ce qui concerne donc, les relations, le projet lié aux activités de médiation, aux relations avec le public. Et enfin, une troisième partie dans laquelle on va évoquer le label des centres culturels de rencontre. D'accord ? Donc, vous voyez, les 3 parties correspondent en fait à des grandes thématiques que nous souhaitions aborder dans le cadre de l'enquête, dans nos entretiens avec les responsables du public. Donc, leur profil, donc grosso modo, qui ils sont, d'où ils viennent, etc., etc. Leur stratégie, quelle est la stratégie qu'ils mettent en œuvre pour organiser leurs activités de médiation. Et enfin, troisièmement, comment ils perçoivent
le label, la spécificité du label Centre culturel de rencontre. Alors ensuite, on va dans le détail. Ici, ma grille, elle est structurée en sous-parties. Donc, dans chaque partie, il y a des sous-parties, c'est-à-dire des sous-thématiques liées à chaque partie. Donc, je vous donne quelques exemples. Donc, dans la partie responsable, profil du responsable, j'ai une première sous-thématique parcours. Donc, parcours du responsable public. Deuxième thématique, je l'avais intitulée intégration au sein de la structure, c'est-à-dire quelles sont ces relations, les relations qu'il entretient avec les autres membres au sein du centre culturel de rencontre. Troisième sous-partie, toujours dans la partie profil, la partie mission, c'est-à-dire là je vais l'interroger sur ses missions spécifiques, quelles sont ses missions au sein de la structure. Et ça, pareil, alors pour les autres parties, donc par exemple, dans la partie projet, projet de médiation, donc j'ai une première sous-partie, donc définition du projet. Là, je vais inviter effectivement la personne à détailler spécifiquement donc les caractéristiques de ce projet. Deuxième sous-partie, relations au public. Donc, quelles sont les actions mises en œuvre pour interagir avec le public, pour amener le public à participer ou, à défaut, à assister aux représentations organisées par la structure. Troisième sous-partie ici, les partenariats. Donc, dans ce projet de médiation, quel est le poids spécifique des partenariats avec éventuellement d'autres centres culturels de rencontre ou avec les collectivités territoriales, etc., etc. Donc, vous voyez la logique. Donc, je structure à chaque fois ma grille en fonction de ce que je veux vraiment demander à la personne. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je vous passe les détails, je ne présente pas la grille en totalité. Mais une fois que j'ai fait ça, c'est-à-dire une fois que j'ai identifié les thématiques, à l'intérieur des thématiques, des sous-thématiques, eh bien, je définis des questions. Et donc là, par exemple, alors, si je reviens sur la question du profil, dans la sous-thématique parcours, donc j'ai une première question qui est, pouvez-vous faire appel à vos souvenirs et nous dire quels ont été vos premiers rapports à la culture, quelle que soit leur forme, dans votre enfance. Donc, je répète la question, pouvez-vous faire appel à vos souvenirs et nous dire quels ont été vos premiers rapports à la culture? Et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, en amont, je réfléchis à tout ça. Et en fonction des thématiques que j'ai identifiées, je liste toutes les questions. Alors ça, c'est un travail, évidemment, que j'ai fait avec mes collègues, mais c'est exactement le type de travail que vous pourriez faire, vous, au sein de vos groupes. Donc, construire cette grille d'entretien-là, en identifiant ces thématiques, et puis dans chaque thématique, réfléchir à toutes les questions que vous pourriez poser à la personne que vous avez en face de vous, à la personne que vous voulez interviewer. D'accord? Donc, vous voyez, c'est en cela que Stéphane Beau parle d'approche statistique, d'une part, parce qu'il y a une idée de structuration très forte dans l'entretien semi-direct. L'idée, en réalité, c'est que le chercheur détermine à l'avance les questions qui vont être posées. Il détermine à l'avance les questions qui vont être posées. Et du coup, l'ordre des questions posées est hyper important. D'accord? Ça, c'est un peu comme dans un questionnaire. Ça relève d'une stratégie d'enquête, si vous voulez. On ne pose pas comme ça des questions au hasard. Alors, au début, on va commencer sur l'enfance et puis après, on va venir, je ne sais pas moi, sur l'activité professionnelle. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On réfléchit en amont sur le bon ordre à adopter au cours de l'entretien. Euh, l'ordre donc des questions que l'on va poser dans la situation d'entretien. Alors, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. On n'est pas dans une structure aussi rigide que dans un questionnaire. C'est-à-dire, un questionnaire, vous avez vraiment un ordre des questions qui doit être absolument respecté. Ici, il est possible, par exemple, que lorsque vous posez une question,
l'enquêté commence à apporter des éléments de réponse qui vont être liés à une autre question que vous comptiez poser plus tard. D'accord? Donc, dans le cas précis, c'est pas très grave. C'est-à-dire, dans ce cas précis, la question que vous comptiez poser, si vous avez les éléments de réponse qui vous intéressent, ben vous la posez pas et vous passez directement à une autre question. Donc ça demande nécessairement une certaine capacité d'adaptation. D'accord? Mais l'idée, tout de même, elle est là. Elle est là, c'est que l'entretien est quelque chose de préparé en amont, avec un ordre et des questions précises à poser, même si, évidemment, on reste dans le cadre d'un entretien, d'une démarche qualitative, et donc le but du jeu, c'est de faire parler la personne que l'on a en face de nous. Donc, c'est pas d'obtenir des réponses expéditives à chacune des questions qu'on pose. L'idée, c'est d'essayer toujours pareil, de mettre la personne en confiance, de manière à ce qu'elle nous en dise le plus possible sur chacun des points qui nous intéressent. D'accord? Alors, la deuxième raison pour laquelle cette méthode est parfois qualifiée de statistique, alors même là, si vous voulez, cette qualification dans l'article de Stéphane Beau, elle a un côté un peu provocateur, en fait, parce que c'est pas véritablement des statistiques. C'est que l'entretien semi-directif, souvent, il est utilisé dans le cadre d'une démarche où on va vouloir multiplier le nombre d'entretiens. Le bien fondé de la démarche, lorsqu'on a recours à des entretiens semi-directifs, le bien fondé de la démarche, c'est de multiplier le nombre d'entretiens, c'est-à-dire interroger le plus de personnes possible. Évidemment, des personnes qui correspondent au profil défini par la recherche, c'est-à-dire des personnes qui peuvent nous apporter les réponses aux questions qu'on se pose, évidemment. Mais l'idée, c'est de multiplier ce nombre d'entretiens pour avoir suffisamment d'éléments de preuve, en fait, lorsque l'on va se prêter au jeu de l'analyse. Là, on est un peu presque dans une démarche un peu journalistique, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va essayer de faire, tout simplement, c'est de croiser un nombre suffisamment important de témoignages pour avoir un degré de confiance très élevé dans ce qui va nous être dit. Moi, je ne sais pas, si je reprends l'exemple de la CCR, si j'interroge une personne et qui me dit que le label ne sert à rien, je ne vais pas être naïf et je ne vais pas en tirer une conclusion générale en disant oui, le label n'a aucune utilité sur la base, vous voyez, d'un seul témoignage. Je vais essayer de multiplier les témoignages pour essayer de voir si ce qui est dit par telle ou telle personne est corroboré par d'autres. Donc c'est ça, c'est pour ça en fait qu'il y a une dimension, il y a une dimension statistique entre guillemets. Même si, encore une fois, personne n'utilise des entretiens semi-directifs pour faire des stats à proprement parler. Donc ça, c'est la première forme d'entretien qualitatif, d'accord? L'entretien semi-directif. Alors maintenant, il y a une autre stratégie qui peut s'offrir aux chercheurs, que le chercheur peut utiliser. C'est ce qu'on appelle l'entretien non directif. C'est ce qu'on appelle l'entretien non directif. Ou entretien approfondi, ou entretien approfondi, ou encore, c'est des synonymes, je vous l'ai dit parce que ça revient dans les textes, vous voulez, il y a différents termes qui sont employés, mais en réalité, ça désigne la même chose. Le dernier terme qui est employé pour désigner ce type d'entretien, c'est entretien ethnographique. Entretien ethnographique. Donc, entretien approfondi, ethnographique ou non directif. Alors, bon, vous pourrez trouver peut-être des textes ou des personnes qui vous diront mais non, c'est pas exactement la même chose, etc. Machin. Bon, en réalité, si. La différence des terminologies dépend là essentiellement de l'angle dans lequel l'angle d'analyse dans lequel on se place. Enfin, par exemple, dans entretien non directif, c'est essentiellement une qualification technique. C'est pour distinguer l'entretien non directif de l'entretien semi-directif. Oui. Alors, non, pas nécessairement.
Parce que l'ethnographie, disons, c'est une méthode d'enquête beaucoup plus générale. Hein. L'ethnographie, c'est une méthode d'enquête qui suppose une immersion, hein, de longue durée, une immersion de longue durée, hein, au sein d'un terrain d'enquête. C'est ça une ethnographie. Donc c'est une démarche. C'est une démarche de recherche spécifique, évidemment, qui est propre à une science sociale, hein, l'ethnographie ou l'anthropologie. Hein. Euh, et donc, il suppose une attitude particulière, c'est-à-dire une attitude d'analyse fine dans la durée d'un terrain, d'un objet d'enquête donné. Donc là, pourquoi est-ce qu'on va parler d'entretien ethnographique? Parce qu'on va parler d'une forme d'entretien qui suppose justement ce type d'attitude. L'entretien non directif ou ethnographique, hein, suppose l'adoption de ce type de l'attitude ethnographique, excusez-moi, suppose l'adoption de ce type d'attitude. Donc, ça va avoir plusieurs conséquences. Première conséquence, c'est que contrairement à l'entretien semi-directif, ici, il n'y a pas nécessairement de grille d'entretien construite au préalable. Il n'y a pas nécessairement de grille d'entretien construite au préalable. L'entretien ethnographique, si vous voulez, c'est une démarche qui est fondamentalement inductive. Qu'est-ce que ça veut dire inductif? Ça veut dire que cela vient du terrain. C'est-à-dire que les observations, les conclusions que l'on va tirer de la recherche sont d'abord issues du terrain. Ils ne sont pas forcément issus, si vous voulez, d'un cadre théorique, d'un ensemble d'hypothèses que l'on va définir auparavant. Donc, c'est une démarche inductive, ce qui veut dire que, d'un point de vue très technique, ça veut dire que le but du jeu, là, ça va être de rebondir sur ce que nous dit la personne interrogée. Vous voyez la différence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question proprement établie, hein, a priori, il n'y a pas de grille d'entretien, mais par contre, le chercheur va devoir faire preuve de malléabilité, de plasticité, dans la mesure où il va devoir s'adapter à ce que va lui dire la personne qui l'interroge. Et donc rebondir sur des éléments du discours de l'enquêté. Deuxième conséquence, évidemment, la deuxième conséquence, c'est que c'est une démarche qui va s'inscrire dans un temps long. C'est une démarche qui va s'inscrire dans un temps long. Autant il est possible de faire des entretiens semi-directifs une fois avec une personne. Hein. Je ne sais pas, moi, quand j'ai interrogé, par exemple, les directeurs de CCR, je ne les ai pas interrogés 4, 5, 10 fois. Je les ai interrogés une fois, d'accord. Souvent, c'était des entretiens qui duraient longtemps, c'était des entretiens qui duraient 2 heures. Moi, je posais mes questions, je relançais parfois sur certaines choses que la personne pouvait me dire, mais j'avais un cadre défini. Je savais que j'allais voir la personne une seule fois, parce que finalement, ben, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des informations spécifiques sur certains types de questions. Bon, dans une démarche d'entretien ethnographique, l'idée, c'est pas de faire un entretien avec une personne et puis finalement de passer à autre chose, quoi. Donc, l'idée ici, c'est plutôt de répéter, hein, une série d'entretiens, répéter une série d'entretiens avec une même personne, hein, de manière à pouvoir s'immerger, hein, dans son cadre de vie, ses modes de vie, pouvoir les comprendre beaucoup plus finement. Donc, c'est une démarche d'entretien qui n'est valable que sur le temps long. D'accord. Et enfin, dernière conséquence, c'est que
C'est une démarche d'entretien. C'est une démarche d'entretien qui tire sa légitimité, son bien fondé, d'autre chose, d'autre chose que de l'argument purement quantitatif. Donc, c'est une démarche d'entretien qui tire sa légitimité, son bien fondé, d'autre chose que d'un argument purement quantitatif. C'est-à-dire que ici, le but du jeu, ça ne va pas être de réaliser 50, 100 entretiens avec différentes personnes. Le but du jeu, ça va être de réaliser quelques entretiens, euh, presque de type psychanalytique, avec une personne, hein, entretiens qui vont se répéter dans un temps plus ou moins long. C'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions sur ce texte, au-delà de ça? Vous l'avez compris? Il vous a posé des difficultés, ce texte, ou est-ce que vous voyez comment vous pourriez utiliser ce type de méthode, ce type d'approche pour vos propres travaux? Oui, non, non, vous disiez? Non, vous savez pas trop? Oui. Ouais. Oui, bien sûr, il y a un aspect purement technique, purement pratique, mais vous pourriez envisager éventuellement, effectivement, des entretiens type ethnographique répétés avec une personne. Ça peut être aussi faisable. Ça peut être envisageable comme démarche. Oui, pardon? Il y a pas de bonne. Dans quel cadre? Dans le cadre de l'entretien ethnographique, il n'y a pas de. Si vous voulez, il n'y a pas de bonne quantité. Je ne peux pas vous donner de réponse précise à ça. En réalité, enfin, si vous avez lu le texte, vous comprenez que la démarche ethnographique, c'est une démarche, on peut presque qualifier de bricolage, en fait. C'est-à-dire que vous investissez un terrain et bien, parfois, vous pouvez arriver pour interroger telle ou telle personne. On peut parfois poser de mauvaises questions ou être trop dirigiste, faire des erreurs. En fait, ce qui est important dans le cadre de cette démarche-là, c'est plutôt de se rendre compte de ce qu'on fait, de ce que ça produit, et d'être hyper attentif finalement à la modification de la relation d'enquête dans ce cadre-là. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de, il n'y a pas de règles préétablies pour dire ben, il faut faire 2 entretiens, 3 entretiens, 4 entretiens. Il n'y a pas de règle en fait. C'est-à-dire que c'est vous, en tant que chercheur, sur le terrain, devez vous rendre compte finalement si le matériel que vous avez recueilli dans le cadre de l'entretien est suffisamment bon et suffisamment riche pour être source d'un travail après d'un travail d'analyse suffisamment fourni. Vous voyez? C'est ce qui est difficile en fait. C'est-à-dire que euh, quand on enseigne les méthodes quantitatives, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est-à-dire que si vous me posiez la question, par exemple, dans tel cas, je fais une enquête par questionnaire, dans tel cas, combien de personnes je dois interroger? Je pourrais vous répondre, je pourrais vous dire dans des termes statistiques, voilà le nombre de personnes minimum que vous devez interroger. Donc, il y a des règles formalisées.
même si on est toujours amené à jouer, à négocier un peu avec ces règles. D'accord? Mais dans le cadre de l'enquête qualitative, en fait, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Les seules règles que l'on peut s'imposer, finalement, c'est celles qui vont guider la relation d'enquête, une fois que vous serez sur le terrain. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est d'être conscient, hein, de l'impact que peut avoir cette relation d'enquête sur la parole qui va être produite. Ça, c'est la seule chose, en fait, que vous pouvez apprendre, hein, et construire en amont. Évidemment, dans le cas d'un entretien semi-directif, il y a la grille, etc. Mais encore une fois, attention, parce que je comprends que ça peut être très rassurant de se dire, ah, ben, je vais avoir une grille, je vais poser mes questions, et voilà, puis après, j'aurai mes éléments de réponse, et puis je vais pouvoir construire mon analyse comme ça. Et en fait, c'est jamais comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous allez voir que vous allez construire des belles grilles, hyper bien structurées, avec un enchaînement de questions très logique, mais vous allez voir que quand vous allez interroger les personnes sur le terrain, ces personnes, elles vont faire voler en éclats vos grilles. Elles vont les atomiser, ces grilles. Donc, si vous voulez, la grille, elle est toujours là pour vous, évidemment, pour vous rassurer, pour vous aider, pourquoi pas, à recadrer l'entretien si jamais il part sur des chemins qui ne vous intéressent pas nécessairement. Hein. Mais d'une manière ou d'une autre, vous allez voir que l'ordre des questions va être sapé. Parfois, les questions, vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas bien posées, qu'elles n'ont pas été bien formulées. Euh, et il va falloir apprendre à jouer avec ça. Vous voyez? Mais le plus important, alors pour ce qui nous intéresse ici, c'est d'une part, bien que vous vous rendiez compte en fait de ce que ça demande de réaliser un entretien social, et surtout en fait de savoir jouer avec ces éléments-là, c'est-à-dire de savoir faire de ces faiblesses, hein, de ces défauts, de ces limites, des forces, des éléments d'analyse pertinents pour votre recherche et pour les travaux que vous allez produire. C'est ça l'idée. Et donc, c'est pour ça aussi que ça peut avoir un côté très angoissant parce que finalement, il n'y a pas d'autre méthode pour apprendre à faire un entretien que de faire des entretiens. Là, c'est vraiment apprendre en faisant. C'est pour ça qu'il faut absolument se confronter au terrain. À la limite, encore une fois, dans le cadre d'une démarche quantitative, on peut apprendre à construire un bon questionnaire sans nécessairement admin- l'administrer, se confronter directement avec le terrain. C'est toujours mieux, évidemment, hein, mais il y a plein de gens qui font des enquêtes, qui construisent des sondages sans avoir administré eux-mêmes d'entretien, de questionnaire, hein, sans être allés sur le terrain et avoir interrogé les personnes comme ça avec leur petit papier. Donc, c'est ça dont il faut être conscient. Alors, si on se penche sur un exemple précis d'entretien ethnographique, le texte de François Buteau, est-ce que il vous a fait réagir? Est-ce qu'il vous a mené à vous interroger d'un point de vue méthodologique, hein, essentiellement? Est-ce que c'est un texte qui peut vous aider quant à la manière de réaliser vos enquêtes à vous? Oui. Moi, il y a aussi des moments dans le texte où il explique que l'entreprise va avoir une association, que par extension, il va compléter aussi sur cette ensemble de du coup, ça me fait dire que peut-être dans nos travaux, enfin, je sais pas, mais il est aussi intéressant d'enquêter l'entourage, etc. Oui, absolument. Alors, dans une démarche d'enquête, notamment ethnographique, il est toujours hyper important de s'intéresser au contexte, hein, évidemment. Alors là, je ne sais pas si vous aurez le temps, hein, d'aller à ce niveau de détail, hein. Encore une fois, on a ici un temps limité et puis disons, c'est un travail d'initiation. Mais il faut être conscient de ça, c'est-à-dire, j'en ai parlé déjà la semaine dernière, hein, d'être attentif à l'ensemble des éléments contextuels et pas uniquement à, à la parole donnée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement considérer une relation d'entretien comme une relation
ils ont pur entre deux personnes. Hein. Il faut prendre en compte le contexte en général et le contexte d'entretien, mais aussi le contexte plus large dans lequel la personne peut évoluer. Mais ça, par exemple, ça peut aussi s'obtenir dans le cadre d'un entretien semi-directif en une partie spécifique à ces questions de contexte, en fait, à s'intéresser finalement à, eh bien, qu'est-ce que fait la personne au-delà de ce qui peut vous intéresser proprement hein, dans le cadre de votre travail, mais qu'est-ce que fait la personne à côté hein. Quel type de structure elle fréquente? Quel type de personne elle fréquente? Et d'interroger ces éléments-là. Donc, qui seront autant d'éléments contextuels qui permettront ensuite de nourrir votre analyse et de mieux comprendre, en fait, les déclarations des personnes que vous aurez interrogées. Bon, vous voyez que dans ce texte-là, on retrouve un ensemble d'éléments que Stéphane Beau évoque, mais aussi un ensemble d'éléments qu'on a déjà évoqués par ailleurs hein, dans nos séances précédentes. Euh, Par exemple, on a discuté la semaine dernière de la question de la violence symbolique et du fait que, en théorie, hein, on considère souvent que c'est l'enquêteur qui exerce une violence symbolique sur l'enquêté parce qu'il l'amène à se poser des questions hein, qu'il ne se pose pas euh, dans la vie de tous les jours. Mais vous pouvez voir, par exemple, dans le cadre de l'entretien, de l'enquête menée par François Buton, que parfois, eh bien, c'est l'enquêteur lui-même qui peut être mis dans qui peut être placé dans une situation déstabilisante. Et c'est le cas notamment lorsque l'enquêté euh, détient une compétence spécifique dans un domaine hein, plus grande, plus développée que l'enquêteur lui-même. Alors là, ici, c'est par exemple la compétence juridique. Hein. Par exemple, si vous vous trouvez face à quelqu'un, vous interrogez, imaginez un professionnel. Alors, il y a des groupes qui travaillent, par exemple, qui veulent travailler sur des conservatoires, d'autres groupes qui veulent travailler sur des musiciens. Et si vous vous trouvez face à un professionnel en face de vous, qui euh, commence à faire étalage de sa compétence, d'accord, à parler de choses très techniques, quelle est la bonne attitude à utiliser? Comment est-ce que vous allez réagir? Si vous vous trouvez face à quelqu'un qui parle de quelque chose que vous ne comprenez pas, vous faites quoi? C'est une vraie question à se poser, ça. Si vous vous trouvez face à quelqu'un qui vous dit, ah, mais bon, vous comprenez rien, mais vous comprenez rien, ça sert à rien qu'on continue. Comment vous réagissez? Oui? Mais comment? Qu'est-ce que vous allez envisager comme type de relance, comme type de... tout ça, c'est des choses qui se préparent en amont, vous comprenez? Qui se, qui se, sur lesquelles il faut réfléchir, en fait. Oui. Ce métier-là. Pour essayer de le faire parler sur son propre parcours. Oui. En fait, j'avais pas entendu au début un entretien non directif ou semi-directif. Peu importe. Là, pour le coup, c'est le même cas de figure. Mhm. Oui. J'ai vu à la radio, mais c'est que quand il y a une questionnaire qu'on pose, par exemple, il dit aux auditeurs, aux portages, aux lecteurs, et oui, pourquoi pas. Alors après, ça peut amener à un autre problème, c'est-à-dire qu'on va vous demander, mais qui sont les lecteurs? Vous comprenez. Qu'est-ce qu'il y a alors, dans le texte de Stéphane Beau, il y a quand même quelque chose de très important. Il y a quand même quelque chose de très important dont on n'a pas véritablement parlé. On en a un peu parlé, mais c'est aussi une question que vous allez devoir vous poser en amont. C'est la question de la négociation quant à l'accès au terrain.
Qu'est-ce qu'il est important de négocier? Qu'est-ce qu'il est important de négocier lorsqu'on veut interroger une personne en entretien? Oui, ouais, ouais. Ça, c'est une question que vous n'avez jamais posée sur savoir est-ce que je dois enregistrer ou pas mon entretien? Hein? Et alors, si la personne dit non, comment vous faites? Oui, ouais, ouais. Ouais, donc du coup, effectivement, donc la prise de notes, de toute façon, la prise de notes est hyper importante dans une situation d'entretien, même si vous enregistrez. Il faut toujours noter, alors noter soit les passages d'entretien soit des passages en fait sur lesquels vous souhaitez rebondir, hein, relancer la personne, parce que sinon vous allez oublier évidemment, soit des questions qui peuvent vous venir comme ça, des questions qui sont pas nécessairement contenues dans la grille, mais des questions qui émergent au fil de l'entretien, c'est possible aussi. Et puis également noter, c'est toujours bien de noter bon, les éléments qui vous semblent importants, même si vous n'allez pas forcément rebondir dessus. Et puis au-delà de ça, peut-être disons la structure, la structure de la prise de parole de l'enquêté, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'il commence par dire et par quoi elle commence, par quoi elle finit, quels sont quel est le cheminement de son raisonnement. Tout ça, ce sont des éléments très importants qui vous permettront, même si vous enregistrez effectivement, d'analyser plus facilement, voire de retranscrire plus facilement vos entretiens. Alors, dans le cas où la personne, effectivement, refuse l'enregistrement, alors là, il va falloir prendre des notes de manière très active, mais vous ne pouvez pas tout faire pendant l'entretien. Parce que vous allez devoir être un minimum actif ou active. Donc, quand on n'enregistre pas, c'est très exigeant parce que ça demande à ce que vous retranscriviez l'entretien dès que vous rentrez chez vous, en fait. Et de ne jamais laisser un entretien comme ça sur disons, reposer trop longtemps et mettre au propre toutes vos notes et en fait faire une retranscription la plus précise possible hein, de mémoire hein, de ce qui vous aura été raconté. Bon, il y a un débat sur la question de l'enregistrement hein, en sciences sociales. Parce qu'évidemment, vous comprenez bien que quand vous dites à une personne que vous allez l'enregistrer, nécessairement, vous allez modifier son attitude. Vous êtes d'accord avec ça? Alors après, il y a différentes façons hein, d'enregistrer. Vous pouvez aussi faire en sorte d'enregistrer la personne, même si elle le sait effectivement, d'une manière assez discrète hein, pour que l'enregistrement ne devienne plus un problème et finalement soit oublié petit à petit que vous interrogez. Généralement, on enregistre avec soit un dictaphone, soit sur votre téléphone, hein, que vous mettez quelque part sur la table, etc. Mais peut-être que certains d'entre vous se sont posé la question de savoir est-ce qu'il était possible de ne rien dire, d'enregistrer à l'insu de la personne que vous interrogez. Ça peut se faire, par exemple, dans le cadre d'une enquête journalistique, on peut faire une enquête par caméra ou micro caché, ça se fait, quoi. Bon, évidemment, ça pose des problèmes éthiques, ça pose des problèmes éthiques évidents, de telle sorte que moi, ce que je conseille toujours, c'est d'être franc sur la nécessité d'enregistrer l'enquête, hein, d'enregistrer l'entretien, systématiquement. Mais il y a des manières de le présenter, de le faire admettre, ça. Euh, dans le cadre de la négociation de la situation d'entretien avec une personne,
Je pense qu'il est bien, par exemple, d'insister sur l'anonymat des propos recueillis. Donc le strict respect de l'anonymat, c'est-à-dire dire à la personne que elle sera anonymisée dans le rapport que vous effectuerez, donc de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas l'identifier formellement, hein, évidemment. Et dans le cas où il s'agirait d'une personne puisse être identifiée formellement, quand bien même vous l'anonymiseriez, hein, il faut lui dire, par exemple, que vous ne citerez pas d'extrait d'entretien dans le texte, par exemple, hein, et que dans l'hypothèse où vous le feriez, vous demanderiez son accord. Hein. Ça se fait notamment, par exemple, quand on interroge des personnalités politiques ou des grands directeurs d'établissements culturels, par exemple. Il y a des cas où je ne peux pas anonymiser. Par exemple, si je dis que je travaille sur l'Opéra de Montpellier, bon, ben, si je dis que j'ai interrogé le directeur de l'Opéra de Montpellier, bon, ben, à 36 000, donc, ouais. Ouais. Alors, ça peut se faire, effectivement, et notamment quand vous travaillez en groupe, il est possible de faire un entretien à deux, hein, voire à trois. Mais ça pose aussi un autre type de problème, et en fonction de la personne que vous avez en face de vous, ça peut aussi inhiber la prise de parole. Alors, je pense que c'est pas le cas si vous travaillez sur des professionnels, donc sur des gens qui vont certainement parler beaucoup et qui vont se sentir suffisamment légitimes et suffisamment en confiance pour parler sur un sujet donné. Là, il n'y aura pas de problème parce que voilà, voilà. Mais par contre, si vous travaillez avec des profanes, c'est-à-dire avec des gens qui ne sont pas professionnels des pratiques culturelles, là, ça peut être intimidant aussi. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut absolument prendre en compte. Je pense qu'une des bonnes manières aussi de justifier le recours à l'enregistrement, c'est de dire que ça va vous permettre de retranscrire avec une très grande fidélité la parole donnée. Alors que si vous le faisiez de mémoire, eh bien, vous pourriez faire des erreurs et vous tromper dans ce que la personne a pu vous dire. Donc ça, c'est un élément aussi qui permet de mettre en confiance. Bon, évidemment, sans compter que vous allez devoir aussi négocier la durée de l'entretien, le lieu, etc., etc. Bon, je crois que je l'ai dit à un des groupes la semaine dernière. En réalité, cette question de durée de l'entretien, elle a plus un impact psychologique en amont qui consiste à faire en sorte que la personne soit pas effrayée par, si vous commencez à dire, oui, bah, ça va durer 3 heures, évidemment, bon là, vous allez avoir du mal à obtenir l'accord des personnes pour réaliser vos entretiens, mais ça a plus une espèce d'impact psychologique, hein, dans la mesure où si l'entretien est bien réussi, et si la personne parle facilement, hein, c'est ça un entretien bien réussi, hein, c'est un entretien où la personne parle de manière débridée, la plupart du temps, ben, la personne ne voit pas le temps passer, en fait. Sauf dans l'hypothèse où elle a un rendez-vous important qui suit. Là, il faudra effectivement tenir des délais très, très précis, mais sinon, si la personne se sent à l'aise, elle va parler, elle va voir le temps passer sans trop de problème. Donc, vous pouvez promettre un entretien qui dure une demi-heure, alors qu'en réalité, il va durer peut-être 1 heure et demie ou 2 heures, sans trop de problème. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou des questions plus spécifiques, plus générales et liées à l'avancée de vos travaux? Des questions qui pourraient être partagées avec l'ensemble de la classe. Non? C'est clair tout ça? Ouais? Est-ce que vous avez pu progresser sur vos travaux? Ben, non, mais dites-le oui, dites oui ou non, il n'y a pas de. Hein? Non.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque? C'est le temps? C'est quoi? Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair? D'accord? D'accord? C'est la construction de votre terrain qui est pas clair, enfin, qui émerge pas. C'est les questionnements, par exemple, qui ont du mal à émerger. C'est l'approche méthodo. C'est les consignes, où tout le monde a compris ce que vous avez compris ce que vous deviez faire, non? Donc c'est dans la construction du terrain c'est la construction du terrain qui pose un problème. Bon. Les autres? Non? Ok. Alors on va en parler tout de suite.